Quelque part dans les Alpes de l'Utah, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, deux randonneurs descendirent un glacier par un après-midi de septembre 1991 et découvrirent un corps dans la glace fondante. Ils pensèrent d'abord à un accident d'alpinisme récent. Le froid, le silence, la forme émergeant à peine du glacier ne leur indiquaient rien d'autre. Puis les chercheurs sont arrivés et l'histoire a commencé à se déliter. Il ne s'agissait pas d'une mort récente. L'homme dans la glace était là depuis 300 ans. Plus vieux que les pyramides, plus vieux que Stonehenge. Pendant 3 décennies, les scientifiques se sont penchés sur une question. Qu'est-ce qui l'a tué? La thèse principale était celle du meurtre, une flèche dans l'épaule, un coup à la tête, une embuscade dans les Hautes-Alpes. Puis, l'arrivée de nouvelles techniques d'imagerie a permis de rouvrir l'enquête. Le verdict qui avait prévalu pendant des années a commencé à être remis en question. Voici ce que la science a finalement révélé. 19 septembre 1991. 2 randonneurs allemands, Helmut et Erika Simon, descendaient d'un col élevé des Alpes d'Ottawal lorsqu'ils ont aperçu quelque chose de sombre dans la glace fondante. Au premier abord, cela ressemblait à des déchets, des débris comme ceux qui apparaissent sur les glaciers lorsque la glace se retire à la fin de l'été. Ils s'approchèrent. Ils virent alors le haut d'un corps humain coriace et brun qui émergeait du glacier selon un angle étrange, le visage contre terre, les bras tordus sous le corps. Ils supposèrent qu'il s'agissait d'une personne décédée, récemment peut-être un alpiniste, pris dans une tempête la saison précédente. Ils ont signalé la découverte et dans les jours qui suivirent, une équipe de récupération est arrivée pour extraire le corps de la glace. L'opération était difficile. Des marteaux-piqueurs ont été utilisés. Le corps a été endommagé pendant l'intervention. Personne ne comprenait encore à quoi ils avaient affaire. Cette hypothèse s'est maintenue tout au long de l'opération. Une mort récente, un accident tragique, un corps qui serait identifié, pleuré et rendu à sa famille. Puis les outils sont apparus. Près du corps pris dans la glace gisait une hache de cuivre, un poignard de silex, des fragments de vêtements en cuir et en herbe tressée. Les archéologues appelés sur place commencèrent à comprendre que quelque chose d'autre se tramait. Les vêtements étaient anachroniques. Les outils étaient anachroniques. L'homme pris dans la glace n'appartenait pas au 20e siècle. La datation au carbone 14 a apporté la réponse. Et cette réponse a tout changé. Le corps était vieux de 300 ans. L'homme était mort vers 300 avant notre ère, à la fin de l'âge du cuivre dans une Europe qui n'avait pas encore construit Stonehenge, dans un monde qui ne verrait l'érection des pyramides égyptiennes que 7 siècles plus tard. Il était resté prisonnier de la glace depuis bien avant l'invention de l'écriture sur le continent. Le glacier l'avait retenu prisonnier durant toute l'histoire européenne écrite, puis l'avait rendu silencieusement. Le monde lui donna un nom outil d'après les montagnes qu'il avait cachées les Alpes de l'Utah. C'est un nom devenu familier à tous ceux qui ont lu l'histoire de l'homme des glaces au cours des décennies suivantes, mais son étrangeté mérite qu'on s'y attarde. Un homme qui a vécu avant même que nous puissions imaginer l'existence d'un nom qui ne se connaissait que par le son que son peuple utilisait pour le désigner, porte désormais le nom de la chaîne de montagnes qui est devenue sa tombe. Au fur et à mesure que les chercheurs examinaient la dépouille, le corps de l'homme se précisait. Il avait environ 45 ans au moment de son décès. Il mesurait environ 1 mètre. Sa peau était couverte de tatouages, des dizaines concentrés autour de ses articulations et le long de sa colonne vertébrale. Son corps était mince, buriné, façonné par une vie passée en plein air, in altitude. Et la question qui allait hanter les 3 décennies suivantes commença à se dessiner. Comment cet homme avait-il fini par mourir seul sur un col de montagne? Pour comprendre qui était Ötzi, les chercheurs ont dû s'intéresser non seulement à son corps, mais aussi à ses gènes. L'analyse ADN l'a rattaché à l'aplogroupe K1F, une lignée maternelle aujourd'hui raréfiée. Ses plus proches parents génétiques vivent en Sardaigne et dans certaines régions du Caucase à des milliers de kilomètres du col où il est décédé. Il ne s'agissait pas d'un homme issu d'une famille ayant toujours vécu dans les Alpes. Il appartenait à la grande migration néolithique, cette longue et lente vague d'agriculteurs et d'éleveurs qui avaient parcouru l'Europe des millénaires avant lui, remodelant le continent sur leur passage. Il était un lointain écho de cette vague vivant à la limite de son influence dans un paysage où l'agriculture se mêlait encore aux traditions ancestrales. Ses vêtements racontaient le reste de son histoire. Chaque couche de sa tenue avait été confectionnée à la main à partir de cuir d'animaux connus de son peuple. Ses jambières étaient taillées dans du cuir de chèvre domestique. Son pagne était en peau de mouton.
Son manteau était tissé de lanières de cuir de chèvre et de moutons agencés selon un motif qui avait dû nécessiter des jours de travail patient. Sur sa tête reposait une calotte en peau nue. À ses pieds, des chaussures qui méritent qu'on s'y attarde. Les semelles étaient en peau nue, les tiges en cuir de sœur, et l'intérieur était garni d'un filet d'herbe douce pour l'isoler de la neige. Des lanières de cuir maintenaient l'ensemble. Elles étaient conçues pour le froid, les terrains accidentés, le genre de vol que Watsi pratiquait depuis des années. Il y avait aussi l'équipement éparpillé autour de lui, une hache en cuivre, dont la lame était fixée à un manche en U par du cuir et du goudron de bouleau. Dans son monde, une hache en cuivre n'était pas un outil ordinaire. Elle témoignait de son statut, de l'appartenance à une communauté qui avait accès au métal à une époque où il était rare. Il portait un poignard en silex à manche, en frêne glissé dans un fourreau en herbe tressée. Un arc long en U plus grand que lui, inachevé encore en cours de fabrication. Un carquois en peau de chamois, contenant 14 flèches dont seulement 2 étaient terminées avec des pointes en silex et des empennages. Les autres étaient des ébauches préparées dans les jours précédant sa mort. Le reste de son équipement ressemble à l'inventaire d'un homme qui savait survivre en terrain hostile. Des récipients en écorce de bouleau, dont l'un contient des braises soigneusement enveloppées dans des feuilles d'érable pour entretenir le feu lors des déplacements. Des outils pour tailler le silex. Une natte en herbe tressée peut être un manteau pour se protéger des intempéries. Des champignons médicinaux enfilés sur des lanières de cuir probablement utilisés comme antibiotiques allume-feu ou les deux. Il ne s'agissait pas d'un voyageur égaré victime d'un coup du sort. C'était un homme des bois, un chasseur, un survivant parfaitement équipé pour la montagne et la connaissant comme sa poche. Ce qui rend sa mort d'autant plus difficile à expliquer. Ses vêtements et son équipement racontaient comment Etsy avait évolué dans son univers. Son corps lui témoignait de l'impact de cet univers sur lui. Les chercheurs ont cartographié sa peau et dénombré une 60aine de tatouages de petits groupes de lignes et de croix ancrés dans sa chair. Ils n'étaient pas décoratifs comme le sont les tatouages modernes. Ils recouvraient ses articulations le long du bas de sa colonne vertébrale sur ses genoux et ses chevilles, aux endroits où son corps devait être douloureux. La théorie dominante est qu'il s'agissait de tatouages à visée thérapeutique, une forme de pratique médicale ancienne, un soulagement de la douleur inscrit de façon permanente dans la peau. Si cette théorie se confirme, Etsy détient la plus ancienne preuve connue de tatouage à des fins médicales au monde. Son estomac avait remarquablement conservé son dernier repas. Les chercheurs ont identifié la viande consommée par Ibec quelques heures seulement après sa mort du maïs du blé, des céréales domestiquées anciennes et des traces de fougères. La présence de fougères reste un mystère. Certains suggèrent qu'il l'aurait consommé pour ses vertus médicinales. D'autres pensent qu'il s'en servait pour emballer des aliments, comme on utilise aujourd'hui du papier aluminium ou des feuilles, et qu'il en a avalé des fragments avec son repas. Quoi qu'il en soit, ces dernières heures furent marquées par un véritable repas pris à satiété. Il savoura la paix après avoir mâché et avalé un repas copieux. Quoi qu'il advienne ensuite, il ne le vit pas venir au moment où il mangea. Son corps portait également la trace de sa santé, inscrite dans les cellules que la glace avait préservées. Il était intolérant au lactose, incapable de digérer le lait dont sa culture pastorale était devenue dépendante. Il était porteur du plus ancien cas connu de maladie de Lyme jamais découvert chez un être humain. La bactérie était encore détectable dans ses tissus après plus de 5-0 ans. Ses articulations étaient usées par des décennies de marche intensive. Il souffrait d'arthrite cervicale lombaire et profonde au genou droit. Ses poumons étaient noircis, probablement à cause des années passées près de feux de bois et dans des espaces clos, sans ventilation. Ses intestins étaient infestés de trichures, un parasite courant à son époque. Ses ongles, contre toute attente, se sont révélés être un indicateur particulièrement riche. Poussant lentement et régulièrement, ils conservent dans leurs différentes couches la signature chimique du stress corporel. Les chercheurs ont examiné son empreinte digitale et y ont trouvé des traces indiquant des périodes de stress physique ou de maladies importantes dans les mois précédant sa mort. Quelque chose l'affaiblissait bien avant son ascension de la montagne. Qu'il s'agisse de maladies de famine de peur ou des trois, son corps était soumis à rude épreuve depuis un certain temps. On découvre l'image d'un homme qui a vécu intensément,
qui a travaillé dur jusqu'à un âge mûr dans un monde où l'on considérait un homme de 45 ans comme vieux qui a porté au quotidien blessures, infections et douleurs chroniques. Aucune de ces affections ne l'a emporté. Il n'était pas en train de mourir d'une maladie lorsqu'il a atteint ce point critique. Quelque chose d'autre avait achevé le travail, et c'était la question à laquelle personne ne pouvait répondre. Pendant la première décennie suivant sa découverte, la question de la mort d'Otti est restée sans réponse. Les chercheurs ont étudié le corps, catalogué l'équipement, daté les tissus et cartographié les tatouages. La cause du décès reste indéterminée. Le corps ne présentait aucune blessure mortelle apparente. L'équipement était intact. Les circonstances de ces dernières heures en montagne restaient floues. Puis, en 2000, 10 ans après la découverte du corps par les randonneurs, un radiologue réalisa des examens d'imagerie avancés et découvrit un détail passé inaperçu, une petite forme dense profondément enfouie dans l'épaule gauche d'os juste sous la clavicule. Une pointe de flèche en pierre. La balle était entrée par derrière, s'était enfoncée profondément dans son dos et s'était logée dans les tissus près de l'omoplate. Cette découverte bouleversa tout. AI n'était pas simplement mort sur la montagne. AI avait reçu une balle. La théorie se forma presque instantanément avec une force quasi cinématographique. AI avait été traqué. Quelqu'un l'avait approché par derrière et avait décoché une flèche qui lui avait transpercé une artère importante. La blessure à l'épaule avait abondamment saigné. Il était mort sur le coup, dans la neige quelques minutes après sa chute. La flèche l'avait tué et elle l'avait tué rapidement. Le tableau s'est durci lorsque les chercheurs ont découvert d'autres blessures sur le corps, des enfoncements et des fractures sur son crâne interprétées comme les marques d'un coup violent, peut-être porté par une massue ou un objet contondant lourd. Une profonde entaille à sa main droite ne guérit que partiellement, laissant supposer une blessure défensive reçue quelques jours avant sa mort. Un schéma se dessinait. Otti avait participé à un combat avant d'atteindre la montagne. Il s'était échappé ensanglanté et avait grimpé jusqu'en hauteur. Ses agresseurs l'avaient suivi. Ils l'avaient surpris au col. La flèche avait été la première à le toucher. Le coup à la tête l'avait achevé. Ce récit poignant répondait à la question qui avait bloqué l'enquête pendant 10 ans. Oetsi devint une victime de meurtre, l'affaire non résolue la plus ancienne de l'histoire. L'histoire a dépassé le cadre des articles universitaires pour s'étendre au monde entier. Des documentaires l'ont relaté. Des expositions muséales l'ont présenté. Les manuels scolaires l'ont intégré. Oates le guerrier, Oetsi le fugitif, Betsy abattue par ses ennemis dans la neige. La théorie était étayée par des preuves matérielles solides, une pointe de flèche fichée dans le corps, des fractures du crâne, une blessure de défense à la main. La chronologie, les blessures et le lieu correspondant. Pendant près de 20 ans, cette version des faits a été acceptée et considérée comme une affaire résolue. L'homme des glaces avait été assassiné dans les Hautes-Alpes et l'archéologie médico-légale avait permis de remonter jusqu'à 5-0 ans en arrière pour reconstituer le crime. Mais la science ne laisse pas les affaires classées longtemps. De nouvelles technologies d'imagerie étaient déjà en développement. De nouvelles techniques médico-légales étaient déjà mises au point. Lorsqu'une nouvelle équipe a examiné le corps avec des outils qui n'existaient pas en 2001, elle a découvert quelque chose qui contredisait totalement le récit initial. Cette équipe, venue de l'Université de Zurich, disposait d'outils de nouvelle génération, des scanners CT haute résolution capables de distinguer les structures avec une précision que les images d'origine n'avaient pas permis d'atteindre. Elle a également utilisé des techniques d'anatomopathologie médico-légale détaillées propres à la médecine traumatologique moderne. Des techniques analytiques qui n'existaient pas lors de la découverte de la pointe de flèche en 2001 ont été mises au point. L'objectif n'était pas de réfuter la thèse du meurtre, mais de comprendre plus précisément les blessures. Leur découverte ont contraint à réécrire l'histoire. La flèche est apparue en premier. Les nouveaux examens ont permis aux chercheurs de visualiser la trajectoire du projectile à travers les tissus avec une netteté que les images précédentes ne permettaient pas. Comme tout le monde le savait, le projectile avait pénétré dans le dos et s'était logé près de l'omoplate. Mais la profondeur de pénétration s'est avérée moindre que ce que l'interprétation initiale laissait supposer. La flèche avait rompu un vaisseau sanguin. Certes, elle avait provoqué un saignement. Certes, mais elle n'avait pas sectionné une artère importante. Elle n'avait pas ouvert une plaie capable d'anéantir un corps en quelques minutes. Les chiffres étaient frappants lorsque l'équipe les a calculés. L'hémorragie interne totale due à la blessure par flèche a été estimée à environ 100 ml, soit environ une demi-tasse.
C'était suffisant pour causer une douleur intense, suffisamment pour affaiblir ou paralyser son bras gauche et suffisamment pour ralentir un homme en terrain accidenté. Cela ne suffisait pas à le tuer. Pas rapidement, pas à lui seul. La blessure sur laquelle reposait toute la thèse du meurtre s'avérait grave mais non mortelle. Douloureuse et invalidante certes, mais pas de nature à expliquer la mort d'Ötzi sur un col de montagne. Puis vinrent les blessures à la tête, et les nouvelles images racontèrent une toute autre histoire. Les fractures et les enfoncements sur son crâne, initialement interprétés comme les marques d'un coup porté par une autre personne, présentaient un aspect différent à l'analyse haute résolution. Le tableau clinique était plus compatible avec une chute accidentelle qu'avec un coup intentionnel. Ötzi portait sa casquette en peau nue au moment de sa mort. La fourrure aurait amorti le choc d'une chute tête la première sur un sol alpin rocailleux. Les blessures étaient importantes. Elles l'avaient sans doute étourdi, mais elles ne ressemblaient pas à l'œuvre d'un ennemi armé d'une massue. Les deux piliers de la théorie initiale commencèrent à s'effondrer. La flèche fatale n'avait pas été fatale. Le coup fatal n'en était pas un. Ce qui avait été présenté pendant 20 ans comme un meurtre évident dans les Hautes-Alpes se révélait soudain être une affaire de mort inexpliquée. Les blessures étaient bien réelles. Le conflit avait été authentique. Quelqu'un lui avait tiré dessus. Quelque chose l'avait heurté à la tête, mais aucune de ses blessures, examinées avec les outils modernes, ne semblait suffisante pour expliquer ce qui s'était passé lors de cette passe. Une question restait donc en suspens si ces blessures n'avaient pas tué Ötzi, qu'est-ce qui l'avait tué? La conclusion des chercheurs est si brutale qu'elle bouleverse toute représentation que l'on pouvait avoir des derniers instants d'Ötzi. Il est mort de froid, hypothermie et non-homicide. La montagne l'a tué. Ni la flèche, ni le coup, ni l'ennemi qui l'avait poursuivi jusqu'au col. Le charbon a accompli le travail qu'aucune arme n'avait pu achever. La reconstitution de ces dernières heures, une fois les pièces du puzzle rassemblées, diffère radicalement du récit du meurtre. Ötzi était blessé. La flèche lui avait transpercé le dos et son bras gauche était affaibli, peut-être même inutilisable. Il saignait mais légèrement. Il était peut-être étourdi par une chute, la tête lui faisant mal à l'endroit où il avait heurté les rochers. Il se trouvait en altitude sur un col près du sommet d'une montagne, bien au-dessus de la limite des arbres, dans l'air raréfié et un froid glacial. Quelle que soit la raison qui l'ait poussé là-haut, que ce soit une poursuite, une fuite ou une décision prise dans la panique, il était maintenant bloqué, incapable de se déplacer rapidement, incapable de redescendre avant que le temps ne se gâte, incapable de trouver le genre d'abri qui aurait pu lui permettre de survivre à une nuit en altitude. Et le temps a tourné. Ça arrive souvent dans les Alpes vite et sans prévenir. Les nuages s'amoncelèrent, la température chuta, le vent se leva. Déjà blessé, déjà affaibli, déjà meurtri par une chute, il se retrouva exposé au froid sur une crête, sans autre protection que ses vêtements. Son corps commença à réagir comme il le fait dans de telles conditions. Sa température corporelle chuta. Son sang se concentra sur les organes vitaux. Ses extrémités se refroidirent. Sa pensée commença à ralentir. L'hypothermie est un tueur silencieux. Elle ne survient pas brutalement. Elle s'installe par la confusion, la somnolence et une perte progressive de coordination. La victime ne comprend souvent pas ce qui se passe. Elle s'assoit pour se reposer. Elle ferme les yeux. Elle croit qu'elle va se relever dans un instant, mais non. Les chercheurs estiment que Ötzi a succombé dans un laps de temps allant de quelques minutes à quelques heures après avoir été immobilisé par le froid glacial. Dans les deux cas, la fin fut lente, douloureuse et solitaire. Une mort qui s'est déroulée progressivement plutôt que brutalement. C'est un scénario bien plus difficile à accepter que l'histoire du meurtre elle-même. Un meurtre propre, en revanche, est vite expédié. La mort d'Ötzi, elle ne l'était pas. Il a eu le temps de comprendre ce qui se passait. Il a eu le temps de savoir que personne ne viendrait le chercher. Il a eu le temps de sentir le froid l'envahir peu à peu sur cette crête qu'il ne pouvait quitter. Le conflit était toujours bien réel. Quelqu'un lui avait tiré dessus. Cette question ne disparaît pas. Mais la cause du décès passe du meurtre à quelque chose de plus ancien et de plus indifférent que n'importe quel ennemi. La montagne l'avait emporté. Et la montagne l'avait gardé pendant 5-0 ans. De retour sur la crête, le froid, le silence. 5000 ans, c'est presque impossible à concevoir. Des empires se sont élevés et ont disparu durant cette période. Des langues qui jadis couvraient des continents ne sont plus connues que de spécialistes. Et pourtant, sur un col entre l'Autriche et l'Italie, un homme a survécu. Non pas parce que quelqu'un a choisi de le préserver, non pas parce qu'un scribe a consigné son histoire, mais parce que la montagne l'a recueilli et gardé. La science s'est rapprochée de la vérité sur sa mort.
Une blessure qui ne l'a pas tué. Un rhume qui l'a emporté. Une dernière heure passée seul sur une crête qu'il ne pouvait quitter. Mais l'homme lui-même, sa vie, sa peur, son ultime ascension demeurent hors de portée de toute analyse. Ötzi n'est plus seulement une victime de meurtre. Il est un messager d'un monde antérieur à l'écriture porteur d'une histoire que la glace commence à peine à raconter.